Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, l'article 7 prévoit donc un dispositif d'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires, et ceci peut être bénéfique pour renforcer le pouvoir d'achat, mais l'article ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif certes abrogé, mais qui demeure applicable dans un certain nombre de circonstances. Il convient donc que ce dispositif s'applique à tous les salariés, quel que soit leur mode d'organisation de la durée du travail, et c'est afin de lever toute ambiguïté que cet amendement propose donc de combler cette lacune en mentionnant dans le texte la modulation du temps de travail pour les salariés à temps plein ou partiel, parce que ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait donc à les exclure de cette mesure d'exonération qui se veut pourtant de portée générale. Merci. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, nous partageons tous la même lucidité, pour reprendre l'expression de notre collègue, depuis un certain nombre de semaines, parce qu'effectivement, cette mesure a des conséquences très lourdes concernant l'ensemble des secteurs agricoles, qui sont les plus pourvoyeurs donc de main-d'œuvre, et elle met en danger la pérennité d'un certain nombre d'exploitations. Je prends une seule région, par exemple la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont nous sommes plusieurs représentants autour de cette table. Ce sont 120 000 contrats qui sont concernés, et bien évidemment, à l'échelle de la France, on voit toutes les conséquences. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un certain nombre d'amendements qui visaient à rétablir non seulement le dispositif concernant les travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, le dispositif TODE, mais aussi à intégrer les 6% d'allègement supplémentaires prévus par le CICE, afin justement qu'on puisse maintenir la compétitivité de notre agriculture. Ceci a été dit, mais je crois que le sujet est suffisamment important et grave pour qu'on le rappelle éventuellement les uns les autres, parce que les menaces économiques seraient très très fortes, et je crois qu'aujourd'hui on a besoin d'assurance. Alors bien sûr, on a entendu notre rapporteur général, monsieur Olivier Véran, venir nous dire que la solution, ou une partie de la solution, va être trouvée. Alors bien évidemment, nous sommes en commission sans avoir effectivement d'éléments précis sur les financements, sur la solution qui va être trouvée, sans doute pour le TODE et son remplacement peut-être, mais en tout cas pas de réponse sur les allègements prévus par le CICE. Et là, je crois qu'on a besoin de réponses rapides, précises, parce que ce sujet est un sujet qui nous préoccupe tous, et il aurait été souhaitable qu'on puisse avoir ces éléments au moment même où la Commission aborde le sujet. Madame la Présidente, chers collègues, la protection de la jeunesse est un sujet effectivement important, et on ne peut que porter un intérêt à la préoccupation de notre collègue, mais toutefois, ce type d'amendement va très loin. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, puisque l'utilisation des noms, notamment de régions, de crues, qui sont aussi évocatrices de culture, de patrimoine, d'autres choses, ne pourrait être interdit d'exister en quelque sorte. Et je crois qu'il faut être très vigilant sur ce sujet-là, parce que la prévention, elle passe par autre chose que des interdictions. Elle passe justement par une éducation qui peut être menée d'ailleurs par les producteurs, par les organisations professionnelles, et non en quelque sorte par une interdiction, je crois, d'un certain nombre d'éléments. Et on pourrait d'ailleurs aller plus loin, puisque si cet amendement existe, d'autres amendements suivront pour interdire aussi d'autres éléments de vin, d'alcool existants. Et je crois qu'il faut être très prudent. C'est la raison pour laquelle je crois que cet amendement n'est en tout cas pas acceptable en l'état. Madame la Présidente, mes chers collègues, le développement d'une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins associant les usagers est un axe central de la stratégie nationale de santé 2018-2022. Ceci a été largement rappelé. On ne peut donc pas laisser chaque établissement de santé se saisir ou non de l'opportunité de produire des critères d'évaluation de la qualité des soins qui reposent sur le vécu et sur l'expérience du patient. Et donc nécessaire de rendre incontournable la production de tels critères. Et c'est le sens de cet amendement qui est donc défendu par un grand nombre de députés ce soir. Madame la Présidente, mes chers collègues, dans le même sens que les précédents intervenants, on sait que la plupart des patients atteints de pathologies chroniques sont pris en charge à la fois, bien sûr, par la médecine de ville, par les structures hospitalières, dans des parcours qui sont d'ailleurs rarement coordonnés. Alors, mettre en place un forfait pour les pathologies chroniques uniquement pour les établissements n'a pas de sens, notamment pour une pathologie comme le diabète, ceci a été clairement indiqué. Et par conséquent, il s'agit d'une position qui n'est pas suffisante, il faut aller plus loin pour une bonne organisation des parcours et prendre en compte justement les médecins,
Les médecins de ville qui ne comprendront pas que ce premier pas dans le financement forfaitaire de pathologies chroniques, tout particulièrement l'éducation thérapeutique, ne concerne exclusivement que les établissements, alors que le but est de les inciter à prévenir la survenue des complications des maladies chroniques, en freiner l'évolution et d'avoir un véritable rôle aussi de prévention. Donc cet amendement a pour but d'aller plus loin que les mesures qui sont proposées. Madame la Présidente, mes chers collègues, cet amendement vise à perfectionner l'article 51 dans la possibilité de déroger aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui lève certes certaines rigidités financières, mais ne règle pas tous les cloisonnements nuisibles à la pertinence des accompagnements. Et 2 points sont donc évoqués. D'une part, les règles d'organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d'expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service de parcours de santé et de vie des personnes. Et 2e point, les modalités de qualification entre actes d'aide et actes de soins dans le cadre d'un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, afin de rompre avec l'étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile et aide-soignant, et nuit à la qualité et à la pertinence de l'accompagnement dans son objectif de préservation, de renforcement de l'autonomie des personnes dépendantes, d'un tiers pour la réalisation de gestes de soins rendus nécessaires du fait de handicap ou de l'avancée en âge. Et on constate combien le maintien de ces frontières structurelles et arbitraires est néfaste à l'accompagnement, génère des ruptures graves dans le parcours des personnes. Et c'est pourquoi, en expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d'aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d'un accompagnement par un établissement au service social ou médico-social, il serait alors possible, mes chers collègues, d'identifier les transférabilités de compétences sociales et de soins en fonction des situations. Monsieur le rapporteur, si je comprends bien, vous vous engagez à ce qu'en séance publique, ce sujet soit évoqué à nouveau, parce que les établissements nous sollicitent, on voit bien qu'il y a une attente, et vous dites que effectivement le test actuel satisfait pleinement. Il semblerait que non, sinon je pense que cet amendement n'aurait pas été travaillé ou proposé par un certain nombre de personnes. Donc je pense qu'il y a quand même une attente et que satisfaction n'est pas entièrement donnée, je veux dire, à l'heure actuelle. Donc je veux bien vous faire confiance, mais à condition que cet élément soit quand même évoqué d'une manière ou d'une autre. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, bien sûr, pour prolonger les propos de mes collègues, il s'agit de donner du temps aux entreprises. Nous sommes là devant une très belle réforme, donner à tous les Français un accès à des soins pris en charge à 100% dans les domaines optiques, audiologie et dentaire, mais avec des conséquences, bien sûr, sur les entreprises, sous la forme de nouvelles décisions unilatérales des employeurs et d'accords collectifs d'entreprise, renégociés afin de pouvoir continuer à bénéficier des exonérations sociales liées au contrat frais de santé. Si ces entreprises ne sont pas prêtes à la voulu, elles vont perdre effectivement des bénéfices, le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations de financement patronal, l'application du taux réduit de taxe de solidarité additionnelle et le crédit d'impôt de TSA dans le cadre de l'aide à l'acquisition des complémentaires santé. Par conséquent, je crois qu'il est bon de se donner le temps pour que justement cette réforme, dans l'ampleur qui est la sienne, puisse être appliquée dans des bonnes conditions et de faire confiance justement aux entreprises pour que tout soit prêt en 2021 et non pas en 2020. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, en continuation de ce qui a pu être dit, il s'agit donc là d'une mesure de cohérence permettant d'homogénéiser les règles de présentation budgétaire pour l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux, CEPOM ou non, tarification de la ressource ou non, et d'assurer une présentation donc plus lisible et adaptée des budgets de fonctionnement, notamment pour leurs organismes gestionnaires gérant plusieurs autorisations. Ceci a été rappelé, la loi d'adaptation de la société au vieillissement a prévu la généralisation progressive des contrats d'objectifs et de moyens dans les EHPAD. Il généralise également le passage à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, qu'on appelle les EPRD. Et le but, c'est d'assouplir le dialogue de gestion. Le but, c'est d'avoir une plus grande souplesse de gestion. Et cet amendement donc propose ainsi d'étendre le PRD pour les gestionnaires qui le souhaitent à l'ensemble des établissements pour enfants et adultes en situation de handicap et les structures de la prévention et des soins en addictologie notamment. Nous avons été sollicités sur ce point et je crois que cet amendement a tout son sens.